Oh là 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 là. On n'est pas dans la merde, les amis. On n'est pas dans la merde. Déjà, il y a Jack. Kaido. Mais au-dessus de tout ça... C'est quoi cette nana? Charlotte Machine, là. On est tellement dans la merde, les amis. Tellement dans la merde. C'est fini, hein. On a perdu Sanji, là. Yo, les amis, nous nous retrouvons pour la review du chapitre 824 de One Piece. Et oh là 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 là, mais quel chapitre! Mais quelle densité, putain! Mais voilà, les chapitres comme ça, aussi généreux en informations, mais aussi bien structurés, parce que c'est ça qui est compliqué, c'est justement ce qui était peut-être pas Batman versus Superman. Bref. Non mais, putain, voilà de la densité, de la générosité d'informations, et en même temps extrêmement bien structuré, avec de la caractérisation de personnages, pas mal de progression aussi dans l'histoire. Donc, franchement, excellent chapitre, 10 sur 10 pour ce chapitre 824. Il y a à peu près 5 ou 6 points à voir dans la review. Principalement, on voit Jack, on voit Kaido, on voit également ce qui se passe un peu sur l'équipage, des informations sur Baltigo, très intéressantes, et également un passage excellent avec Sanji, à la fois sur ses décisions, sa détermination, et sur ce qui va se passer plus tard avec Charlotte Pudding. Bon, premier point, le passage qui nous rappelle un petit peu ce qui s'est produit sur Baltigo. Alors, ce qui est intéressant avec ce passage, c'est qu'on a l'occasion de voir un petit peu plus en détail ce que le chapitre, le journal a pu délivrer comme information à propos de Baltigo. En revanche, on n'a pas vraiment beaucoup plus d'informations extérieures. Tout ce qu'on a, c'est des précisions sur ce qu'il y a dans le journal. En l'occurrence, il y a aussi des choses intéressantes à propos de Dragon, de Sabo, machin, tout ça. On voit que Luffy, en fait, n'était pas du tout au courant, enfin du moins il ne s'en rappelait pas, que Dragon était son père. Et là, j'ai envie de dire, mais... Enfin, je veux dire, il est si con que ça, Luffy. Enfin, je veux dire, on nous l'avait... Je veux dire, Garp, après Enies Lobby, avait très bien expliqué qui était Dragon. Il y a des moments, Luffy, t'as envie de le baffer tellement il est bête, quoi. Enfin bref, c'est vrai que, même en sachant ça, c'est pas vraiment ce qui va intéresser le plus Luffy. Ce qui va intéresser le plus Luffy, c'est le destin de Sabo. Ce que je peux comprendre, effectivement, parce qu'il a jamais vu Dragon. Bon après, ça hype encore de plus en plus Dragon, à chaque fois on nous l'évoque comme ça, et à chaque fois on nous dit « What t'es le fils de Dragon ?» tout ça, bon. Très bien. Il va falloir commencer à nous le montrer, Dragon. Après, plus d'informations sur ce qui s'est passé à Baltigo. Apparemment, je dis bien apparemment, ce n'est que des journaux. Les journaux, c'est une forme de média contrôlée par la marine, par le gouvernement du moins, donc du coup il faut se méfier. Mais les informations qu'on a, c'est... Le QG de la marine, le QG des révolutionnaires à Baltigo a été attaqué par Barbe Noire. Il y a eu un petit combat entre Barbe Noire et les révolutionnaires, supposé donc. Et ensuite, le Cypher Pole est arrivé sur Baltigo parce qu'un informateur anonyme avait délivré les coordonnées de l'emplacement de Baltigo. Barbe Noire a été contraint de s'enfuir, mais il a eu une petite altercation avec le Cypher Pole. On sait désormais donc que la marine est présente à Baltigo, mais qu'il n'y a ni Dragon, ni Barbe Noire. Il est bien précisé que Dragon et compagnie ne se sont pas fait capturer, puisque sinon évidemment ça aurait fait la une du journal. Certains donc m'avaient déjà donc précisé dans les commentaires plein de petites théories intéressantes, et du coup d'où découle ma propre théorie, qui est la suivante. Je pensais avant la lecture du chapitre que Dragon aurait pu orchestrer la propre destruction de leur QG, afin de mettre en scène un petit peu, un faux événement, pour leur donner un petit peu de temps libre pour retrouver une nouvelle base, parce qu'ils savaient que de toute manière leur base était un petit peu vouée à la destruction, puisque Burgess avait donné les coordonnées à Barbe Noire. En l'occurrence, ici c'est un petit peu différent, parce qu'il est donné comme information qu'il y a eu vraiment une altercation entre Barbe Noire et Dragon. Une chose très intéressante également, soulevée par Nami, c'est qu'est-ce que vient foutre Barbe Noire chez Dragon. Et ça, c'était une chose que j'avais relevée dès ma review du chapitre 803, il me semble, ou 802, là où on avait justement l'information que Burgess était présent à Baltigo. Moi, je me disais, mais pourquoi Barbe Noire s'attaque aux révolutionnaires? Barbe Noire ne mène pas un combat contre-révolutionnaire. Barbe Noire mène un combat, certes, pour le chaos et pour qu'il puisse s'élever à partir de ce chaos-là, mais à la base, les principaux adversaires de Barbe Noire sont les autres Yonkou et les Supernovas. Il va
éviter de se friter au gouvernement mondial et aux révolutionnaires. Ça justement, c'est le combat du Cyberpole, des révolutionnaires, des différents gouvernements, rois souverains qu'il y a dans le monde de One Piece. Mais c'est certainement pas le deal voilà, d'un Yonko. Voilà, c'est pas son truc. Après, c'est vrai que Barbe Noire a un intérêt dans la capture de fruits du démon. On voit qu'il a donné un petit peu à peu près tout le monde peut-être des couteaux anti-fruits, enfin pour capturer pour à mon avis ouvrir la personne et capturer ce qui contient le pouvoir du fruit du démon dans le corps de la personne et pouvoir se l'approprier ensuite. Donc c'est un peu de cette façon-là peut-être que ce produit, ou alors peut-être c'est une autre technique, peut-être qu'il tue les utilisateurs de fruits du démon et qu'il a un fruit vierge dans sa main et que voilà il le met à côté comme ça et que le fruit se mute en fruit du démon. Bon, ça peut être ça. En l'occurrence, on sait que voilà, Barbe Noire est intéressé dans les fruits du démon et il est possible que dans l'armée révolutionnaire, il y ait plein d'utilisateurs du fruit du démon. Ça pourrait expliquer tout ça. Après, le fait que aussi il donne les informations à la marine, on ne sait pas, hein, c'est pas confirmé, mais que voilà, il donne les informations à la marine en tant qu'utilisateur informateur anonyme, pardon, ça pourrait entrer dans le fait que voilà, Barbe Noire, il aime bien causer du chaos pour pouvoir s'élever à partir de ce bordel. C'est possible. Donc jusque là, on ne sait pas vraiment ce qui s'est produit pour Dragon. Je pense que moi, ils n'ont pas eu de dégâts du tout, et qu'ils n'ont pas été capturés ni rien. Enfin, par Barbe Noire, hein, pas par la marine, ça on le sait, mais voilà, par Barbe Noire, parce que je pense que Dragon a dû se casser avant même qu'il y ait de destruction, enfin disons avant même qu'il y ait vraiment de réelle bataille entre lui et Barbe Noire. Je pense que Barbe Noire, par colère ou par représailles, a simplement dû orchestrer une sorte de champ de bataille et voilà, a tout détruit un petit peu sur Baltigo. Bon, c'est un petit peu voilà mon avis sur ce qui s'est passé à Baltigo. Ensuite, on sait que... alors on voit un petit peu, on a un aperçu de ce qui se passe sur l'équipage, et c'est simplement des petits passages assez humoristiques, mais c'est aussi intéressant de voir que finalement, les Mugiwara, c'est un équipage comme un autre, et que quand ils ne sont pas tout à fait ensemble, en mer, et bah c'est le bordel. Quand il n'y a pas Sanji, et bah ils foutent le feu à la cuisine, c'est de la nourriture dégueulasse, ils sont pas assez pour essayer de faire face à une tempête, donc du coup c'est bien parce que ça nous montre que l'équipage des Mugiwara, il est vraiment à 100% quand ils sont ensemble. Et on voit également des petits passages marrants, par exemple on voit, je sais pas pourquoi, Carotte qui mord le bras de Pedro, elle a vraiment un gag chelou à propos de son perso, ce qui confirme de plus en plus que justement elle a des gags autour de son personnage, donc elle pourrait voilà, éventuellement rejoindre l'équipage de manière permanente. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas, et moi je suis pas un grand fan de ce perso, mais par contre je trouve que ce serait cohérent si elle rentrait ou pas. Voilà, je pense que ce serait cohérent si elle intégrait l'équipage. Après, un truc que j'aimerais dire à propos de ça. On voit qu'ils ont laissé Luffy gérer la cuisine et le repas, mais... What? Ouais? Mais pourquoi? Je veux dire, c'est pas une personne responsable. Tu donnes pas la garde du gaz, des fours, des provisions à un mec comme Luffy. Enfin, qui a pensé ça, sérieusement? Alors vraiment, c'est une connerie, je trouve que c'est incohérent au possible. Non, ça aurait dû être une amie ou je sais pas quoi, enfin quelqu'un de responsable. Là, résultat, il a brûlé la cuisine, il a fait de la cuisine de merde, et en plus, il a bouffé toutes les provisions. Enfin, il les a utilisées. Il les a toutes gâchées, donc voilà, c'est... Non, là, pour le coup, c'était tellement incohérent, j'ai trouvé. Enfin bon. Donc ça, c'est un petit passage sur l'équipage, voilà. Ensuite, très court, mais sur Jack. Jack, on voit son visage sans le masque et on voit qu'il respire sous l'eau, du moins qu'il survit sous l'eau. On voit bien que ça fait un certain temps maintenant qu'il est sous l'eau parce qu'il n'est pas en train de se noyer, il est tranquillement en train de se poser très tranquillement voilà, sur le sol, en train de se dorer la pilule dans l'eau. Moi, mon idée ici, c'est que les petites dents qu'on nous montre très bien, qui ornent la mâchoire donc, de Jack, veulent ici nous montrer que c'est un homme poisson. À mon avis, ce serait l'occasion, pour la première fois dans le manga, si je me rappelle bien, de nous introduire à un homme poisson qui aurait mangé un fruit du démon. Ce qui pourrait expliquer que quand les hommes poissons mangent un fruit du démon, ils sont capables, certes, alors ils ne sont pas capables donc, de nager, ils tombent comme des enclumes, mais ils respirent, voilà. Alors en plus, je crois qu'on n'a jamais vu vraiment, là, les épaules et les trapèzes de Jack, parce que c'est là normalement que devraient se dessiner les branchies en fait de l'homme poisson. Donc comme on voit pas, on peut toujours imaginer que voilà, on nous a caché jusqu'à présent avec la mâchoire et tout ça, que c'était un homme poisson. Donc c'est intéressant et voilà, je pense que ce serait une théorie quasiment confirmée de par les images qu'on nous a montrées aujourd'hui. Troisième point, c'est donc le passage, quatrième point, pardon, c'est donc le passage avec Kaido. Kaido, donc,
qu'on nous montre un petit peu plus en profondeur dans son personnage, et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on nous montre déjà un premier aspect intéressant, c'est que il va y avoir tout un gag qui tourne autour de lui, donc à propos de l'alcool. Alors des fois il y a l'alcool triste, des fois il y a l'alcool colérique. Alors on sait qu'il y a beaucoup de types d'alcool, hein. Tu peux avoir l'alcool autoritaire, tu peux avoir l'alcool qui flirtant, je sais pas si ça se dit, voilà. Tu peux avoir l'alcool colérique comme il est, l'alcool triste, l'alcool joyeux, enfin bon voilà. Donc si son caractère est un petit peu déterminé par le taux d'alcool qu'il a ingéré, bah, ça peut être assez marrant évidemment de tourner autour de là. Après, faut pas non plus que ce soit juste un clown, hein, Kaido, et j'ai envie qu'on nous montre un peu plus comme quelqu'un de badass également, ce qui est également un peu le travail, enfin le job rempli dans ce chapitre, hein, parce qu'on voit bien qu'il est quand même ultra badass, et ça me permet aussi de... Son personnage, en fait, la façon dont il est dessiné et les accessoires qui lui sont donnés me permet encore une fois de confirmer de plus en plus que Jack est une représentation d'Oni dans le manga. De fait, hein, il a des cornes, il a une espèce de chevelure un peu hirsute d'Oni, il a une ceinture, et on l'avait vu avec une sorte de panne et de grosses ceintures qui sont un petit peu les attributs des Oni, et ça y est, maintenant c'est confirmé à 2000%, il a une grosse masse à pointe. Alors là les amis, je crois que personne ne peut infirmer ce que je vais dire. C'est clairement une représentation d'Oni dans le manga, parce que la masse d'Oni est exactement comme ça. C'est l'attribut principal des Oni, avec la masse cloutée. Donc vraiment, je pense que là, c'est très clair, quoi. Kaido, si ce n'est représentant d'une race, mais du moins, il est le représentant métaphorique, en gros, des Oni dans le manga. Après, est-ce qu'il y a, comme je dis, un clan d'Oni dans le manga? Je sais pas, c'est pas sûr. De fait, il y a des gens qui lui ressemblent, il y a comme Avalo Pizarro ou tout ça, mais bon, faut voir. En l'occurrence, je trouve que là, on a un passage assez intéressant sur Kaido. On voit qu'il est assez enfantin quand il boit du saké comme ça, qu'il voulait simplement un petit équipage rempli de fruits du démon. D'ailleurs, c'est assez curieux parce qu'il l'avait déjà fait en la personne de l'équipage de Jack, qui était considéré, peut-être pas entièrement composé d'utilisateurs de Smile, enfin bon, il y en avait beaucoup de Smile, donc voilà, il suffit de faire un plus petit équipage, puis voilà. Donc voilà, donc après, je pense que on en saura plus sur Kaido à propos de son caractère plus sérieux, parce que là on a eu un aspect un peu humoristique de son caractère. Mais d'abord, on a quand même l'idée que c'est un homme qui n'a pas peur de défoncer un peu son équipage quand il veut. Ça, c'est un petit peu un cliché du méchant qui est pas très intéressant, mais en même temps, avec le personnage de Kaido, je pense que c'est ce qu'on aura, parce que Kaido semble être quelqu'un qui est très puissant, très autoritaire, très tyrannique, et donc je pense qu'on n'aura pas autre chose avec lui. Autre chose quand même à dire à son propos, je crois que vous vous rappelez la grosse silhouette qu'on avait vue dans le chapitre 800? Eh bien je pense qu'il s'agit tout simplement de son bateau, parce que là on voit cette espèce de gros palace qu'on avait vu sur l'île, et sur l'île où il y avait Diez Drake, rappelez-vous, et je pense que tout simplement ce truc doit pouvoir se balader sur l'eau, parce que là on le voit au milieu de la mer, donc voilà, je pense que c'est ça. Et dernier point à évoquer à propos de Kaido, c'est qu'il a effectivement, comme vous l'aviez bien précisé dans les commentaires que je n'avais pas vu, il a capturé Eustace Kid, donc Eustace Kid n'est pas du tout au service de Kaido, pardon, il a refusé. Ce qui peut effectivement nous poser la question, qu'est-ce qui va se passer avec Eustace Kid? Est-ce que quand Luffy va arriver aux alentours de Kaido, et que il va se passer les premières prémices de la guerre contre Kaido, est-ce que Eustace Kid va pas être sauvé par Luffy, et qu'il y aura une alliance temporaire entre lui, Law et Luffy, pardon. Ce qui serait intéressant, c'est de revoir un peu ce trio qu'on avait vu à Shabondi, une alliance un petit peu de circonstances, où les trois sont un petit peu en train de vouloir massacrer le plus de gens, enfin pas massacrer, mais disons se taper le plus de gens. Et ce serait intéressant de voir Eustace Kid un petit peu en train de ravaler son orgueil et de devoir malheureusement s'allier à Luffy pour pouvoir se venger de Kaido. Donc voilà, ce serait intéressant de voir ça. Et je pense que de toute manière on se dirige, quoi qu'il en soit, vers une alliance un peu de circonstances, puisque de toute manière, Eustace Kid là, il est contre Kaido. Et qui est contre Kaido? Bah Luffy et Law, donc voilà. En l'occurrence, je sais que certaines personnes aussi voudraient voir Diez Drake en tant qu'agent double contre Kaido lui aussi. C'est une hypothèse intéressante, je pense que de toute manière, Eustace Kid lui, il quittera cette alliance de circonstances le plus tôt possible dès qu'il pourra reprendre son indépendance, et après on pourra retrouver peut-être Diez Drake au sein de l'alliance avec Law, donc pour pas que ça fasse trop de supernova d'un coup contre le même Yonko. De toute manière, je pense que si il y a bien un traître au sein de... Enfin, si Diez Drake est bien un traître au sein de l'équipage de Kaido, eh bien il se révélera uniquement à la toute fin. Voilà. Donc en ce qui concerne Kaido, voilà à peu près tout ce que je dirais. Deux derniers points, premièrement, donc c'est à propos de Sanji et de Big Mom. Donc
on voit un peu plus avant donc le quotidien de Sanji, et donc on voit qu'ils sont arrivés à une des bases de Big Mom qui s'appelle Tart 28, et il est dans une zone où en fait tout semble un petit peu être lié au thème du sucre, du bonbon et tout ça, de la sucrerie et de la pâtisserie, et donc c'est évidemment une base, un des multiples QG j'imagine de Big Mom, et enfin une des multiples bases de Big Mom, et donc on voit voilà par exemple qu'il y a la barbe à papa qui descend en mode un petit peu neige sucrée, et donc ils viennent d'arriver avec Tamago qui explique donc voilà qu'il voudrait que Sanji voilà intègre l'équipage de Big Mom, et on a une information intéressante. C'est que en fait Germa 66, les Vinsmoke, sont apparemment alliés à Big Mom, puisqu'ils disent voilà intègre Big Mom et le reste de Germa 66. Donc apparemment voilà Germa 66 ce serait une succursale si vous voulez de l'équipe de Big Mom. Mais on a ici l'illustration de la détermination de Sanji, au sens que voilà, il dit non, moi la cuisine, mes mains, ma puissance, tout ça, je la consacre uniquement à mes amis, et certainement pas à un équipage de gens qui sont sans scrupules peuvent se permettre de tuer dans le dos des membres de leur équipage. En l'occurrence ici c'est l'illustration de ce qu'a fait Capone Cambridge à Pecoms, et je trouve que c'est un peu bizarre. Là Tamago, je pensais que c'était un petit peu l'ami de Pecoms, et Tamago dit non, Pecoms là il a été un petit peu con, il a suivi ses sentiments plus que sa raison, et du coup voilà, on l'a dégagé, c'est très bien. Ok, pourquoi pas, mais ça me paraît un petit peu rapide comme revirement. Enfin je sais pas, quand vous êtes collègues pendant des années, enfin je suppose que voilà, ça fait longtemps qu'il traîne avec Pecoms. Voilà, j'aurais pensé qu'il aurait un peu plus de compassion, ou du moins d'amitié envers Pecoms, mais apparemment pas. Enfin bon, toujours est-il que c'est une scène très intéressante parce que voilà, ça montre encore une fois la détermination de Sanji. Et justement, c'est en totale contradiction avec ce qui se passe à la toute fin du chapitre, puisque là on voit un Sanji qui est déterminé, qui a un regard très dur et très fort. À la toute fin, on a typiquement le regard de Sanji qui est amoureux, ou du moins qui est voilà, attiré par les nanas, et en fait à l'image donc à la vision instantanée donc de l'image du visage en fait de Lady Charlotte Pudding, la fille de Big Mom, la 35e fille de Big Mom. Donc Vito donc, qui est l'espèce de subordonné de Bedge, de Capone, qui apporte en fait une image d'une photo de la fille de Big Mom, de Charlotte Pudding. Et en fait, à ce moment-là, on s'aperçoit donc que c'est une nana, que c'est une très jolie nana, et donc que typiquement c'est le genre de fille qui fait un petit peu oublier ses priorités à Sanji. Et justement, je pense que là va être tout l'intérêt, c'est que il faut que Sanji arrive à se reconcentrer sur ses priorités. Après, je pense que je verrais très mal Sanji trahir l'équipage juste pour une fille. Parce qu'on l'a vu effectivement changer un petit peu ses priorités quand il avait rencontré Viola, mais c'était uniquement quand Viola lui avait peut-être un peu adressé des sentiments à son égard. Là, il voit juste une nana, bon voilà, ça lui passe. À mon avis, ça peut lui passer facilement. Après, je pense qu'il peut y avoir aussi tout un truc par rapport au traitement de cette jeune fille au sein de l'équipage du Big Mom. Par exemple, si elle est maltraitée, si elle-même, elle manifeste des sentiments à l'égard de Sanji, ou du moins, elle manifeste de la compassion. Et je pense que ça peut être intéressant, effectivement, de créer un vrai dilemme entre Sanji, Pudding et l'équipage. Mais en même temps, on avait déjà eu un petit peu ça avec Viola, donc je trouve que ça ferait un petit peu redondant si on avait exactement la même chose. Mais, et je vous redis encore une fois, c'est vraiment assez contradictoire et confusant, parce que qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un dilemme, en l'occurrence ce serait comme avec Viola, ou est-ce que justement Pudding justement c'est une ordure, et que dans ce cas-là il n'y aurait pas vraiment de dilemme? Je pense que la seule raison d'amener ce personnage là, c'est qu'elle justement elle crée voilà un paradoxe. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Sanji amoureux des femmes va prendre le dessus, ou est-ce que c'est le Sanji très déterminé qu'on a vu dans ce chapitre qui va prendre le dessus? En l'occurrence, moi je pense que Sanji quand même connaît les priorités, et il a quelque chose à foutre. Il a autre chose à foutre, c'est dealer un petit peu avec les Vinsmoke, avec sa famille. Il est précisé dans le chapitre que voilà, il a coupé les ponts il y a très longtemps, donc il se rappelle très bien de qui sont ses différents, voilà, ses frères et sœurs, sa famille, tout ça. Et je sais que beaucoup de gens sont en train de dire ouais, Killer ça pourrait être le frère de Sanji, c'est pour ça un peu qu'il est mystérieux, on voit pas sa tête, il est blond, tout ça. Pourquoi pas, effectivement, ça pourrait être intéressant, et du coup, j'attends vraiment énormément d'interactions entre les Vinsmoke, lui, Pudding, pour voir un petit peu où est-ce qu'il va se diriger. Parce que là, à ce moment-là, arrivé où on en est, Sanji, il a vraiment plein de choses à faire. Il a vraiment des tas de trucs à faire. Dealer avec Big Mom, dealer avec Pudding, retrouver l'équipage. Il avait bien dit qu'il fallait qu'il retrouve une fille. Alors, à mon avis, c'est Pudding, peut-être que c'était une mauvaise traduction, parce que tel qu'on l'avait écrit, ça faisait un peu penser au fait qu'il voulait retrouver une Vinsmoke, peut-être.
Mais voilà, il y a en gros aussi tout le délire avec la famille Vinsmoke, donc on voit que Oda voilà, va vraiment aller au cœur des enjeux qui sont liés au personnage de Sanji. On a les femmes, l'équipage, sa famille, sa backstory, son passé, et également la cuisine, parce qu'on va aller dans un monde qui a la cuisine vraiment au centre de son univers, c'est-à-dire l'univers de Big Mom, hein. Donc voilà, chers amis, un excellent chapitre, laissez votre commentaire, un j'aime ou un j'aime pas, mais toujours mettez votre avis en commentaire pour qu'on puisse discuter. On se retrouve donc dans 2 semaines, et en attendant, portez-vous bien, ciao!